bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour ce dialogue. Alors je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Perry Picarelec, je suis doctorant et je travaille sur les séries télévisées américaines et je suis aussi membre du podcast donc Spoilers. Vous pouvez voir notre magnifique bannière ici, qui est un podcast dédié aux séries de science-fiction et fantastique. Donc on pourra vous donner un peu plus d'informations, les liens pour aller nous écouter. On a entre autres déjà reçu Delphine dans le podcast si vous voulez aller écouter d'autres émissions avec elle, et on enregistre une émission en live sur le flux du festival demain. Donc n'hésitez pas aussi à aller nous regarder une émission sur la série The Last of Us. Alors je disais oui, donc mon interlocutrice, donc Delphine Lemonnier-Texier. Bonjour. Delphine, tu es maître de conférence au département d'anglais de l'université Rennes 2, et donc tes sujets de recherche, c'est entre autres Shakespeare, le théâtre anglophone, mais aussi les séries télévisées. Et d'ailleurs, tu fais souvent aussi se croiser dans tes enseignements les séries Shakespeare. Tu montres aussi tous ces points de croisement. Et je sais parce que j'ai eu la chance d'être ton étudiant en plus. Et justement, la série qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une série qui va faire se rencontrer un peu ces deux univers, ces deux œuvres. Parce qu'on va parler en fait beaucoup d'intertextualité au cours de ce dialogue. Alors, peut-être que vous connaissez ce concept, peut-être, on va juste revenir rapidement sur ce que c'est l'intertextualité, ce à quoi on fait référence. L'intertextualité, c'est simplement l'idée que c'est l'étude des relations entre un texte et d'autres textes qu'on va donc appeler ces intertextes. D'accord ? Ça peut aller de la citation à l'allusion, voire au plagiat, mais ça peut aussi être des relations de transformation, d'extension du texte, et donc ça inclut aussi par exemple l'adaptation, et on va justement parler d'une adaptation aujourd'hui. Alors moi, pour bien comprendre l'intérêt de l'intertextualité, il y a une citation que j'aime bien de Roland Barthes, où en fait il explique qu'avant l'intertextualité, l'étude de la littérature et du texte, sachant que le texte, étymologiquement, c'est textus, ça fait référence au tissu. On disait le texte était un voile qu'il fallait soulever pour aller au sens. Avec l'intertextualité, on va dire que le texte, on va s'intéresser en fait à ce tissu, à quoi il est formé, on va aller étudier ses fils, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller étudier les fils qui forment une série télévisée. Et justement une série qui est très intéressante parce qu'elle est presque, sa matrice c'est l'intertextualité en fait, une série qui ne fait que faire des références, qui est construite d'autres intertextes, d'autres références, et donc là je vais essayer de vous la résumer brièvement, ce qui n'est pas une mince affaire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Station Eleven éventuellement ? Oui, ok. Alors, donc Station Eleven, allons-y. Donc oui, c'est pas évident déjà parce que, comme on se le disait à l'instant, c'est une série où il faut attendre presque 4-5 épisodes pour vraiment comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans la série et qui est en rapport avec qui, et voir un peu la trajectoire de l'intrigue. Et d'ailleurs, les 3 premiers épisodes avaient été diffusés en même temps, en fait, sur la chaîne HBO Max. Donc oui, diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis fin 2021. En France, c'est pas évident de la trouver, il faut aller sur le pass Universal dans mes souvenirs. Et donc c'est une série qui se passe sur 2 temporalités. Une dans le présent, alors qu'on a le début d'une pandémie. Une pandémie de grippe qui est je crois qu'il y a 99% de létalité, donc forcément c'est très 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 dangereuse, et le récit va commencer alors qu'on a un acteur qui s'appelle Arthur Leander, qui est un acteur de cinéma qui meurt sur scène en jouant King Lear, et on va en fait suivre à la fois le début de cette pandémie et des moments de la vie d'autres personnages qui ont tous plus ou moins un lien avec Arthur. Alors d'abord on va voir Jivan, qui est donc quelqu'un qui est journaliste culturel, qui se cherche un peu et qui va assister à la mort de Arthur sur scène, et Kirsten, qui est une jeune fille qui joue dans la pièce King Lear dans laquelle joue Arthur. Donc on va voir cette trajectoire-là. On va voir aussi d'autres personnages liés à la vie d'Arthur Leander. Alors on a son ex-meilleur ami Clark, on a son ex-femme Miranda, et aussi donc sa femme Elizabeth, son fils Tyler. En fait, presque tous ces personnages vont se retrouver dans l'autre ligne temporelle du récit, qui se passe 20 ans après la pandémie. Donc on est dans un monde post-apocalyptique, mais pas forcément un monde de ruines. On a un semblant des sociétés qui commencent à se reformer. Et là, on va suivre en fait Kirsten, la jeune fille qui jouait dans la pièce, qui a grandi et qui fait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle la Traveling Symphony et qui traverse la région des Grands Lacs aux États-Unis. C'est dans les Grands Lacs. Donc on va la suivre elle, on va retrouver d'autres personnages et on va voir se dessiner, si ce n'est un affrontement, en fait, la dualité entre d'un côté une secte menée par quelqu'un qui s'appelle le prophète et qui est entouré d'enfants et qui rejette le passé du monde, et de l'autre côté
un endroit qui s'appelle le musée de la civilisation, qui lui cherche en fait à conserver toutes les traces du monde d'avant. Et donc là, on a à peu près tous les éléments importants du récit. La série va zigzaguer un peu entre toutes ces temporalités pour qu'on commence à comprendre ce qui se passe et à voir tous les liens qu'elle entretient entre ces personnages. Mais on a un dernier élément, qui est justement le titre de la série, c'est Station 11, et c'est en fait un comic book qui est écrit et dessiné par Miranda, donc l'ex-femme de l'acteur qu'on a évoqué rapidement, et en fait il y a seulement deux exemplaires qui existent. Elle en imprime 5, mais il en reste que 2. C'est ça. Il reste celui qu'elle donne directement à Arthur et que Arthur va donner à Kiki, à Kirsten, et l'autre exemplaire qu'elle lui donne pour Tyler. C'est ça. Et les 3 autres, elle en a un avec elle en Malaisie, dans sa chambre d'hôtel quand elle meurt. Elle le dit à Clark au téléphone. Elle dit, je voulais te le donner, mais je l'ai avec moi. Et les 2 autres, je sais pas, je crois qu'on n'a pas d'infos dessus. Mais elle n'en avait fait que 5 de toute façon. C'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce comic book, plusieurs personnages vont le lire. Certains vont même baser un peu leur philosophie, leur existence sur le contenu de ce comic book. Il va même, d'une certaine manière, annoncer des événements du récit. Donc il est vraiment central, il est assez mystérieux, et on va suivre à la fois ce qui a pu l'inspirer et la manière dont il va inspirer d'autres personnages. Et en ça, par rapport à ce que tu dis sur l'intertextualité, c'est assez fascinant, parce que le titre du roman, à la base c'est un roman et de la série, mais le titre du roman c'est aussi le titre du comic book à l'intérieur du roman. Donc on est déjà dans quelque chose qui met à distance, et on est déjà dans une œuvre qui en contient une autre qui a le même titre mais qui n'a pas le même contenu. C'est déjà quand même un récit à tiroir et un récit à plusieurs épaisseurs, et finalement quand on dit Station 11, c'est 3 choses. C'est la série du showrunner Patrick Somerville, c'est le roman d'Emily St. John Mandel, et c'est à l'intérieur des 2 le comic book de Miranda Carroll, qui est un des personnages. Donc c'est ces 3 choses-là simultanément. Et il y a un autre grand texte littéraire que vous connaissez bien et que la série utilise, qui fait la même chose. C'est Hamlet de Shakespeare. Puisque dans Hamlet, le père s'appelle Hamlet, le fils s'appelle Hamlet et la pièce s'appelle Hamlet. Donc c'est pas par hasard, à mon avis, que Somerville a rajouté par rapport à ce que fait Emily St. John Mandel la pièce Hamlet de Shakespeare à l'intérieur de sa série. C'est pour justement faire écho et montrer que une grande œuvre, elle a plusieurs niveaux d'interprétation, et rien que son titre déjà, il est beaucoup plus profond que juste avec un seul élément de signification. Ça renvoie à 3 choses bien différentes et qui se répondent les unes les autres. C'est ça. Puis on va revenir en détail sur Hamlet tout à l'heure. Justement, tu évoquais le roman, donc Station 11. Toi qui connais bien ce roman, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu des choix d'adaptation aussi qui ont été faits ? Alors il y a beaucoup de choses qui diffèrent, au sens où Somerville, à mon avis, s'est vraiment servi du roman un petit peu comme Damon Lindelof, et en partie lui, puisqu'il a collaboré aussi dessus, s'est servi du roman de Tom Perrotta, The Leftovers, pour la série The Leftovers. Alors peut-être on situe juste Damon Lindelof rapidement, donc qui est un scénariste américain de séries télévisées qui est à l'origine de la série Lost, entre autres, puis The Leftovers dans les années 2010, plus récemment Watchmen ou Mrs. Davis tout récemment. Et donc il avait adapté le roman de Tom Perrotta, et sur lequel a travaillé le showrunner de la série. Et je te laisse revenir sur Station 11. C'est-à-dire que c'est quand même à la base le même univers et les mêmes personnages. Par contre, il a adapté d'une manière qui est assez semblable à mon sens à la manière de l'écriture de Lindelof, à la fois dans Lost et dans The Leftovers, en renforçant les liens entre les différents personnages du roman. Il fait se croiser et interagir des personnages qui dans le roman se croisent une fois et une seule, et quelques instants seulement, et là ça devient une trajectoire de vie. Alors même si ils se perdent, ils traversent un peu ensemble la fin du monde, et puis ils se perdent après, mais ils se retrouvent à la fin, et donc il y a cette espèce de grand arc de perdre des gens et pouvoir leur dire au revoir, ou perdre des gens sans pouvoir leur dire au revoir. À mon avis, si je devais faire une phrase sur la série, je pense que ce serait ça, c'est la fin du monde, ou le monde post-apocalyptique tel qu'on le vit dans la série. C'est comme dit Kirsten enfant, j'ai pas pu dire au revoir à qui que ce soit. Et le dernier épisode de la série, non seulement elle va retrouver, je vais pas tout spoiler, mais elle va retrouver quelqu'un qu'elle a perdu depuis 20 ans, avec qui elle avait traversé les premiers jours de la pandémie, mais elle va aussi pouvoir dire au revoir, et sereinement dire au revoir à des gens avec qui elle a vécu et qu'elle accepte de voir partir
temporairement ou pour toujours, on ne saura pas, parce qu'on ne sait jamais si on va revoir les gens à qui on dit au revoir, mais elle apprend à dire au revoir, et c'est un peu la vertu de sa trajectoire, je pense, dans la série, c'est que ça guérit ce traumatisme de pas pouvoir avoir dit au revoir, avoir fait ses adieux. En fait, c'est une mauvaise traduction que je suis en train de faire en disant dire au revoir, parce que c'est plutôt faire ses adieux aux gens qui meurent. Et là, maintenant, elle peut dire au revoir. Dans le dernier épisode, elle peut dire au revoir sereinement. Et il y a toute cette montée très positive, très optimiste, il me semble, dans l'épisode final, qui est la grosse différence par rapport au roman. Le roman, c'est un roman où il y a beaucoup plus d'éléments un peu classiques de l'univers post-apocalyptique. Le prophète, donc un leader de secte, le prophète, il est lubrique et vaguement pédophile dans le roman. Il kidnappe des adolescentes et il en fait ses femmes. Il est dangereux, il tue des gens gratuitement, sans aucune raison. Le prophète dans la série, c'est un personnage profondément traumatisé, profondément humain, et même s'il y a des éléments très sombres, et même s'il cause la mort d'enfants et d'adultes dans un des épisodes, il n'est pas traité par le showrunner comme un personnage méchant, mais plutôt comme un personnage traumatisé avec lequel à la fois Kirsten et le spectateur sont mis en empathie. Donc je trouve que les éléments un peu plus clichés de l'univers post-apocalyptique sont vraiment bien mis à distance, et on en fait plutôt quelque chose qui a une dimension un peu de parabole ou de fable très optimiste sur comment survivre à la fin du monde et comment faire face, quoi, en restant humain et en restant profondément humain. Et c'est pas juste en survivant, c'est en écoutant la fibre humaine qu'on a en nous à travers les œuvres d'art qui nous traversent et celles qu'on porte, enfin, je crois. Ouais. Exactement, on va revenir là-dessus aussi. Mais oui, c'est intéressant aussi. Donc, on a évoqué le rapport avec The Leftovers. C'est vrai que c'est presque aussi deux séries qui sont un peu en miroir, parce que The Leftovers, ça raconte la disparition de 2% de la population un jour, sans explication, et ce qui se passe dans le monde après qu'on ait vécu un tel événement. Alors que dans Station Eleven, il reste 1% de la population sur Terre, et comment on vit par rapport à ça. Donc c'est des séries miroirs. Or justement le showrunner de la série, donc un showrunner, c'est ce qu'on dit souvent que c'est l'équivalent d'un réalisateur de série, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à la fois producteur et qui supervise l'écriture de la série. Et le showrunner de la série, il a travaillé sur The Leftovers avec Damon Lindelof, et je pense qu'on peut dire quand même que Station Eleven est très influencé aussi par The Leftovers. Tu l'as dit, sur la manière d'adapter déjà une œuvre. Je pense aussi peut-être sur la tonalité, dans la manière de gérer l'émotion, et sur la structure narrative, parce que c'est une série qui, comme The Leftovers, va faire progresser une intrigue générale, mais va toujours avoir des épisodes un peu point de vue. On va toujours s'attacher au point de vue d'un personnage en particulier, aux éléments de sa vie. Donc on retrouve vraiment quelque chose de The Leftovers. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans l'histoire des séries, d'avoir des scénaristes d'une série qui vont un peu récupérer ce qu'ils avaient fait dans la série précédente. Moi je pense par exemple Les Sopranos, si vous regardez, il y a des scénaristes comme Matthew Weiner ou Terence Winter qui ont fait ensuite Boardwalk Empire et Mad Men, et ces deux séries, c'est une sorte de relecture des Sopranos ou un contraste avec les Sopranos par endroits. Et c'est un peu ça, en fait. Ça fait partie de la constellation The Leftovers, Station Eleven. Et déjà, on voit qu'on a déjà un autre intertexte qui se rajoute au roman d'origine, finalement. Station Eleven, c'est une adaptation de Station Eleven, mais c'est déjà aussi un peu une adaptation de The Leftovers sur certains points. Ah bah c'est clair. Enfin, c'est évident. Je pense qu'il reprend une manière de faire, et puis même des éléments d'épisodes individuels dans The Leftovers. Kevin meurt, enfin il va dans le royaume de l'autre côté, quoi, des undead, des gens qui sont passés de l'autre côté pour vaincre Patty, son adversaire formidable, et il doit prendre, on devrait lui donner une antidote pour le faire revenir, et puis en fait Virgile se suicide et lui donne pas l'antidote, mais il y a un épisode vraiment comme ça inventé par Somerville par rapport au roman, où Kirsten est atteinte par des fléchettes, empoisonnée, parce qu'il y a une bande de survivants méchants, ça c'est le grand classique de l'univers post-apocalyptique, et l'épisode est complètement assez fabuleux, quoi. Elle revisite un épisode de son enfance quand le monde venait de finir, et elle parle à la version de 8 ans d'elle-même, et elle assiste à ce qui s'est passé, donc elle revisite ses souvenirs, mais en interagissant un peu avec la version enfant d'elle-même. Donc on est vraiment dans du surnaturel assez
pour moi assez proche de Kevin dans son hôtel quand il va explorer tout cet univers de l'autre côté de la vie, quoi, dans The Leftovers. Et c'est cet épisode-là un de ces épisodes-là que Somerville a coécrit dans The Leftovers, justement. Oui, justement. C'est sans doute pas par hasard. Et d'ailleurs, on trouve même dans les scénaristes de Station Eleven des scénaristes qui étaient sur The Leftovers. On retrouve aussi, je crois, le monteur. Donc il y a vraiment des liens profonds entre les deux séries. Mais je te propose qu'on regarde le premier extrait qu'on a sélectionné, qui est donc le tout début de la série. Alors là, c'est un montage qui condense un petit peu. Normalement, c'est 10 minutes. Là, on va essayer de vous sortir 4 minutes pour dégager certains éléments en particulier. Every inch a king. He's having a heart attack. He's acting. No, look. Sorry. Excuse me, sorry. Sorry. Sir. Sir. Hey, someone stop the snow? Bob! Hey, aren't you in the play? What's your name? Kirsten. Where's your mom or dad? Who looks after you when you're here? Tanya. The Wrangler. Like your cows? They call the person who looks after the kids the Wrangler. Do you think Arthur's dead? If he is, he was doing what he loved most in the world when he died, so that's cool, right? Acting is what I love most in the world, too. Okay, well, it's good that you have some. Hi. Hi. What happened to Tanya the Wrangler? She's in there with Arthur. So how do you usually get home? I take the L with Tanya. Okay, come on. I'll walk you to the L. Premier extrait, beaucoup de choses à dire déjà, je pense. Donc on voit effectivement le tout début de la pandémie et la mort du personnage d'Arthur Leander. Alors déjà, donc cette pièce qui est jouée, c'est King Lear. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi tu penses ce choix de King Lear pour cette scène d'ouverture? Alors ça, c'est un des endroits où la série est la plus fidèle au roman, hein. C'est exactement la même chose dans le roman. J'ai pas l'impression, très honnêtement, que il y ait beaucoup à chercher dans la référence à King Lear elle-même, mais plutôt dans le fait que ça soit une tragédie. Et puis dans le fait que bien sûr c'est le moment où dans une tragédie le personnage principal, on sait tous qu'il meurt à la fin. Donc King Lear, on s'attend à ce qu'il meure, mais là ce qui se passe, c'est l'acteur qui meurt. Donc on est déjà sur ce double niveau et
le moment où l'œuvre va résonner par rapport au réel. Vous voyez ce que je veux dire? King Lear, on attend sa mort à l'acte 5. Là, on est dans l'acte 4. Et c'est pas le personnage qui va mourir, c'est l'acteur qui incarne le personnage. Donc, c'est déjà pour nous dire quelque chose. Et moi, j'ai compris, je crois, à vrai dire, pourquoi il y avait ça dans le roman quand j'ai vu la série. Parce que la série est beaucoup plus riche visuellement, nécessairement. Et le traitement visuel, il me semble, est extrêmement explicite. C'est une préfiguration de l'univers quelques heures, quelques jours plus tard, cette salle de théâtre. Déjà parce qu'on la voit 20 ans plus tard avec les cochons, enfin les sangliers, je sais pas si c'est des cochons sauvages ou des sangliers, et il n'y a plus rien. C'est un bâtiment en ruine avec beaucoup de végétation, des animaux sauvages. Somerville, dans une interview, dit en se marrant, bah oui, les sangliers, n'oubliez pas que c'est quand même eux qui ont mangé les cadavres. Donc il a cet humour noir qui est assez marrant. Je vous avoue que moi, je voyais pas ça comme ça du tout. Je voyais plutôt le côté positif de l'image post-apocalyptique avec la nature qui a repris ses droits, la vie animale, tout ça. Mais surtout cette salle de théâtre vide, quand il revient de l'autre côté du rideau, il est sur scène. Il va rien faire. D'ailleurs, le Jivan de la série, il sait pas. Le Jivan du roman, il a une formation d'infirmier urgentiste. Dans tous les jobs qu'il a fait, il n'a pas trouvé de satisfaction. Il s'est finalement dit, bah si, ça m'intéresse. Donc, il va et il fait des soins de premier secours. Il sait faire dans le roman. Dans la série, il sait pas faire. Donc, c'est un spectateur. C'est un spectateur qui comprend avant les autres, qui est en lien très fort avec Arthur, qui voit qu'Arthur ça va pas et qu'il va mourir. Il est le seul à le comprendre, on voit bien, même sa copine comprend pas. Elle est même gênée, elle se dit oh, j'y crois pas, il va aller sur scène, enfin horreur quoi. Mais en même temps, il peut juste regarder quand il arrive, parce qu'il est juste là à dire how is there not a doctor? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de médecin? Donc c'est nous en fait. C'est nous spectateurs. On voit qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer là sur scène, et tout ce qu'on peut faire c'est se dire ah c'est en train d'arriver, mais faites quelque chose. Donc déjà, ce côté-là m'a interpellée. Je me suis dit, ah, c'est nous, c'est Jivan, c'est le spectateur. On est comme ça, on est assis sur un fauteuil. Il se passe quelque chose, on a envie d'aider le personnage et on peut pas, comme lui. Et puis ensuite, la salle vide, quand il revient de l'autre côté du rideau, il est extraordinaire, ce rideau. Dans le roman, le théâtre, il est vidé de ses spectateurs, mais pas complètement. Il y a encore 2-3 personnes qui traînent. Il y a les gens qui nettoient la salle. Il va aller chercher sa copine aussi au vestiaire. Il va demander à la dame des toilettes si elle l'a vu. Et non, il y a personne. Le mec du vestiaire, la dame des toilettes, ont pas vu sa copine. Et là, quand il revient dans la série de l'autre côté du rideau, quand il sort de scène, on est encore dans l'univers de la vie. Il y a des belles couleurs chaudes, tout ça. Mais la salle est vide, c'est une cathédrale vide. Bah, c'est une préfiguration de ce qui va se passer avec la pandémie, en fait. Cette mort d'Arthur sur scène, elle nous joue ce que la série ne montrera pas. Elle va pas nous montrer ces millions de cadavres, contrairement d'ailleurs à plein d'autres œuvres visuelles cinématographiques post-apocalyptiques. On va pas voir un univers avec des cadavres partout. On va pas vraiment voir la ville vidée non plus, mais par contre, c'est le théâtre en fait où se joue cette chose-là. Jivan est le seul vivant, il y a plus que lui. Dans la salle de théâtre, et la seule chose vivante qu'il y aura après, c'est 20 ans plus tard les cochons et les feuilles des fougères qui auront poussé quoi. Et donc je pense vraiment que c'est à ça qu'elle sert cette tragédie, pas tellement parce que c'est King Lear, encore que quand même Somerville a utilisé une citation de King Lear pour mettre le titre de son épisode pilote, c'est Wheel of Fire, la roue de feu, comme la roue d'Ixion. C'est une citation de Lear un petit peu plus tard dans le même acte, mais parce que c'est une tragédie qui devient réelle. Le comédien meurt et la mort du comédien, c'est la préfiguration de tout ce qui va, tous les autres qui vont mourir après. La salle de théâtre complètement vidée à cause de la mort du comédien, c'est le monde après cette pandémie qui va quand même tuer 99% de la population. Et quelque part, elle contient un petit peu en miniature, c'est presque un teaser ou un spoiler, elle contient en miniature toute la catastrophe à venir quoi. Et je pense vraiment qu'elle sert à ça. C'est ça. Puis on a comme tu dis ce rapport comment dire, la limite entre la scène et le public devient poreuse aussi parce que Jivan se précipite sur scène. On lui dit est-ce que vous êtes docteur? Il dit bah non, il est pas docteur, mais il a joué le docteur en fait. Il s'est précipité comme aurait dû le faire un docteur, et ça va d'ailleurs
en lien avec sur l'arc du personnage. Et cette idée-là, voilà, la réalité et la fiction sont en train de s'entremêler, de s'annoncer, de s'influencer. Et il y a aussi un truc intéressant, je pense, c'est la toute première séquence avec les cochons, parce qu'on voit ces cochons dans le théâtre, on va voir le théâtre délabré, et ça nous fait nous poser une première question, c'est ah oui, c'est vrai. Après la fin du monde, à quoi ça sert tout ça ? Ça sert plus à rien, c'est juste une ruine. En fait, le théâtre, qu'est-ce que c'est ? Et toute la série va en fait être une réponse à ça, et essayer de replacer l'importance de l'art, et on va revenir là-dessus, mais même Patrick Somerville, il l'a vendu en disant c'est une série post-apocalyptique sur la joie. Donc tout son enjeu, c'est ok, comment on parle de joie après la fin du monde. On va revenir là-dessus, peut-être, je pense, avec le deuxième extrait en particulier. Mais juste sur le premier extrait, ce que je trouve intéressant, c'est quand même ce programme de salle. On voit les cochons, puis il y a un gros plan sur le programme de salle avec l'affiche du film, en fait, hein, et on lit très clairement King Lear, Arthur Leander. 20 ans plus tard, dans un théâtre où il pleut, et d'ailleurs elle est dans l'eau, elle est d'en haut comme ça d'eau, la petite feuille de salle, elle serait plus là. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à y voir dans ce spectacle qui est en train de se dérouler. Il nous montre en gros plan ça. Alors vous allez me dire ok, c'est pour faire comprendre que c'est le roi Lear. On n'aurait pas eu besoin de ça à cet endroit-là. C'est vraiment qu'il reste. Enfin, c'est totalement pas réaliste que ce programme de salle plongé dans l'eau et survécu dans cet état-là, qui sont encore lisibles. Et c'est aussi affirmer très fort, alors on s'en fiche du réalisme, hein, affirmer très fort que même 20 ans plus tard, il est mort sur scène, il a jamais fini de la jouer. Cette pièce, c'était le soir de la première. Donc il l'a même jamais jouée complètement, mais c'était suffisamment fort pour qu'il en reste quelque chose 20 ans plus tard, même quand le monde n'existe plus. Il n'y a plus que des cochons, mais il reste une trace, quoi. Et je pense que ça aussi, il annonce un petit peu ce qu'il essaie de faire lui aussi, avec sa série, affirmer que l'art permet de survivre à la fin du monde, mais l'art aussi continue. Tant qu'il y a des gens pour lire les textes, tant qu'il y a des gens pour les dire, tant qu'il y a des gens pour les jouer, parce que quand même le théâtre a une importance extraordinaire dans cette série, il reste l'humanité. C'est ça l'humanité. C'est pas le fait de survivre, c'est le fait de transmettre avec des grands textes, avec des grandes œuvres, quoi. D'ailleurs, on a déjà ce thème aussi des enfants qui est introduit avec Kirsten et qui s'occupe des enfants. Il faut trouver l'éleveuse, donc celle qui gère les enfants au théâtre. Jivan qui va devoir s'occuper de Kirsten, en tout cas pour les premiers épisodes. On a cette mise en relation là qui va être importante après, parce que dans le présent du récit post-pandémie, c'est un des enjeux. C'est comment on s'occupe des enfants, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse de la culture du passé, est-ce qu'on recommence à zéro. Donc déjà ce thème est introduit là, mais je voulais revenir aussi sur le dernier plan, parce que toi tu y vois un lien avec une autre œuvre qui, je pense, être intéressante. Alors oui, je peux pas m'empêcher moi de penser qu'Arthur Leander, le programme de salle, donc la petite affichette là qu'on voit en gros plan avec les cochons, on revoit l'affiche de Arthur Leander dans le plan, la plongée depuis très très haut là sur la rue avec le théâtre, et on voit l'affiche au même endroit, sur l'écran très très clairement, et la manière dont les plans sont faits autour de la mort d'Arthur, je peux pas m'empêcher d'y voir un message de effectivement l'apocalypse arrive. Ça me fait beaucoup penser au roman graphique Watchmen et au premier volume du roman graphique Watchmen, donc la BD d'Alan Moore et Dave Gibbons, dont le premier chapitre tourne autour de la mort du comédien. C'est ça qui se passe dans le premier chapitre. The comedian is dead. Et on a Rorschach, donc qui porte sa pancarte. On ne sait pas encore que c'est Rorschach, mais on le voit en plongée comme ça avec sa pancarte sur laquelle est écrit The end is nigh, la fin est proche, et son discours apocalyptique. Cette ville va sombrer, cette ville est pleine de gens pourris, de politiciens corrompus, de prostituées. Il y a toute l'horreur, la luxure, etc. C'est un égout à ciel ouvert. Enfin, c'est sa litanie dans son journal, et il se promène dans les rues avec sa pancarte, et on voit. Quand on lit la BD de manière linéaire et qu'on l'a jamais lu avant, on voit ce mec avec sa pancarte. La fin est proche, la fin est proche, la fin est proche. Et je me dis que quelque part, l'affiche du King Lear et avec Arthur a pas du tout, est pas porteur d'un message en tant que tel. Hein. Il a pas un discours post-apocalyptique ou apocalyptique. Mais quelque part, cette mort du comédien, dans la série Station 11, elle a exactement cette fonction. Et remontrer l'affiche comme ça, on la voit 3 fois dans l'épisode pilote, très rapproché. On voit le programme de salle, on voit l'affiche à l'extérieur du théâtre avec le plan, la plongée depuis très haut
comme le cadrage des dessins dans Watchmen, dans ce premier volume. Et une troisième fois, quand ils prennent le métro tous les deux, le métro L, The Elevated, à Chicago, Jeevan et Kirsten, sur l'escalier, à l'endroit où il y a l'escalier du métro, il y a un écran publicitaire, plusieurs publicités qui passent, et on retrouve encore le visage d'Arthur dans le roi Lear, exactement la même image. Et j'ai l'impression que ça a la même fonction que cette pancarte de Rorschach, c'est-à-dire l'apocalypse est là, alors qu'on ne le sait pas encore. Dans cette partie-là de l'épisode pilote, ni les personnages ni le spectateur que nous sommes ou la spectatrice que nous sommes ne sait encore que la pandémie est là et que la fin du monde arrive. Complètement. Puis en plus, alors pour replacer Watchmen très rapidement aussi, donc que tu as dit roman graphique de 86 je crois, et qui est considéré comme un de ceux qui a un peu changé le comic book de super-héros en traitant un peu différemment, qui raconte donc l'enquête suite à la mort du super-héros, le comédien, donc d'autres super-héros, essayer de comprendre qui tue des super-héros, pourquoi, la raison, etc. Et il y a beaucoup de liens en fait avec Station Eleven. Déjà cette idée que les premiers chapitres de Watchmen, on va essayer de retourner voir ceux qui connaissaient le comédien, revoir son passé, revoir plusieurs flashbacks. C'est exactement de la même manière que ça fonctionne le début de Station Eleven avec Arthur Leander, donc ce personnage de comédien. On a le fait que, comme on l'a dit, Patrick Somerville est lié à Damon Lindelof, qui lui aussi a proposé une adaptation suite de Watchmen il y a quelques années. Et enfin, il y a aussi le rôle central, on l'a dit, du comic book Station Eleven dans la série. Donc c'est d'une certaine manière logique de faire allusion à Watchmen quand au centre de notre récit il y a ce comic book très important. Et en plus dans Watchmen on a un personnage qui lit lui aussi un comic book, et ce comic book fait écho à ce qui est en train de se passer dans le reste du monde du roman graphique, ce qui est exactement le même système que dans Station Eleven. Donc l'intertexte, moi quand tu me l'as dit j'y avais pas pensé, mais ça fait complètement sens. Disons que ça fait vraiment complètement sens, et moi ça m'est apparu surtout dans le traitement graphique, c'est-à-dire qu'on a quand même ces plongées très très spectaculaires avec la perspective très très forte. Là on voit effectivement le corps aussi d'Arthur avec le médecin qui essaye de le réanimer, il y a un défibrillateur qui est utilisé, etc. Alors c'est peut-être juste pour montrer que l'âme d'Arthur est en train de se séparer de son corps, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de plans sur la ville de Chicago dans ce premier épisode qui rappellent énormément les vignettes du chapitre 1 du roman graphique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On voit la tache de sang sur le sol, c'est la première page du roman graphique, la tache de sang de là où s'est écrasé le corps du comédien, d'assez près, et puis d'un peu plus haut, et puis d'un peu plus haut, et encore d'un peu plus haut, et finalement on comprend qu'on est dans l'appartement du comédien avec les deux policiers qui regardent pour comprendre ce qui s'est passé, parce que la baie vitrée a explosé et clairement il est passé à travers la baie vitrée, il s'est écrasé plusieurs dizaines de mètres au-dessous, et c'est ce traitement graphique là qui est quand même assez particulier, qu'il était en tout cas pour un comic book de super-héros dans les années 80, que je trouve on retrouve là dans toutes ces plongées, tous ces cadrages en plongée depuis très très haut. J'ai l'impression qu'il y a un hommage, et effectivement le clin d'œil est quand même amusant, le comédien est mort. C'est exactement ça qui se passe ici, le comédien est mort. Et comme tu dis, oui, la BD dans la BD, c'est quand même eux qui ont fait ça de manière assez virtuose, et la romancière, et puis ensuite Somerville qui a adapté, mais la romancière Emily St. John Mandel, elle a fait ça, elle a pris la BD, elle l'a mise dans le roman, et c'est un élément de son récit. Il y a des chapitres du roman où on est avec Dr. Eleven, comme on est avec Miranda, comme on est avec Arthur, comme on est avec Tyler. Alors il n'y a pas la dimension graphique, elle n'a pas mis de dessin, on n'a pas une BD à l'intérieur de son roman, mais par contre l'histoire de la BD, ça fait partie des chapitres du roman. Donc probablement quand même que c'est pas tout à fait un hasard, je pense qu'il y a vraiment une référence assez claire à cet endroit. Et comme tu dis, effectivement on revient encore à Lindelof qui hante aussi Station Eleven, mais qui lui aussi est influencé par la structure de Watchmen, avec l'idée d'avoir ses chapitres personnages, ses épisodes personnages. Donc, encore une fois, il y a plusieurs intertextes qui se mélangent même entre eux. Je te propose qu'on passe au deuxième extrait, si ça te va. Alors, juste le contextualiser rapidement, on est dans le deuxième épisode, dans le présent post-pandémie. Donc, Kirsten est avec on vous en parlait, la troupe de théâtre qui joue Shakespeare, la Traveling Symphony, qui vient d'accueillir un nouveau membre qui s'appelle Dan, et qui, avant de faire sa première performance, a un peu le trac. Alors, ils sont pas juste acteurs. Il y a les acteurs dans la Traveling Symphony, mais il y a aussi un orchestre. Oui.
symphonique entre guillemets, classique quoi. Et ils mettent en musique, il y a une compositrice qui met en musique les pièces de Shakespeare. Donc année après année, chaque année il joue une pièce et elle écrit une symphonie, elle compose une symphonie et on joue sur la musique qui est jouée donc par le petit orchestre qui accompagne toutes les scènes de représentation. Donc c'est pas juste, Oui. il y a aussi la dimension musicale. C'est ça que je veux dire, parce qu'on pourrait aussi, alors là je suis complètement hors compétence, mais quand même, parler de Paganini et de Liszt, qui sont des références musicales importantes dans la série. La Campanella, par exemple, est un morceau qui revient beaucoup dans la série. Et on a ça, et dans le même temps, vous allez voir dans l'extrait, des flashbacks au moment du début de la pandémie, quand Kirsten a été accueillie par donc Jivan, qu'on a vu dans la première séquence. Ils sont allés chez son frère qui vit dans un grand immeuble à Chicago. Et on n'arrive pas à joindre les parents de Kirsten, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Elle leur envoie des SMS, ils répondent pas. Et donc là, on va voir, c'est le contexte de l'extrait.
un extrait très important parce que je pense qu'il est vraiment programmatique du rapport à l'art au sein de cette série. Mais avant de complètement rentrer dedans, je pense peut-être qu'on parle du rapport à Hamlet, peut-être dans la série, parce que là donc c'est une scène d'Hamlet qui est jouée. Je crois que donc Hamlet est plus important que dans le roman. Dans cette série. Ah mais Hamlet est pas dans le roman, il y a pas de scène de Hamlet jouée dans le roman du tout. Alors je pense pas qu'il faille aller chercher, je pense que c'est très thérapeutique pour quelqu'un comme moi qui voit du Shakespeare partout et qui cherche des sens cachés, plein de choses, de lire l'interview de Somerville, parce que il dit moi Shakespeare c'est pas le truc qui me passionne le plus, quoi. Enfin, je sais plus ce qu'on lui pose comme question, mais il y a beaucoup de Shakespeare dans votre série et tout ça. Il y a de Shakespeare dans le roman déjà, et puis Shakespeare, voilà, c'est pas ce texte-là en particulier. Il faut pas chercher un sens particulier, mais par contre, il insiste beaucoup sur la fonction de l'art, et je pense que c'est ça. Moi, je me suis dit pourquoi on a remis du Hamlet. Alors, quand même, à cause, je pense, du personnage de Tyler et du traitement du personnage de Tyler, parce que ça permet plein de choses au niveau un peu rédemption symbolique du personnage de Tyler, le prophète de la série, qui est beaucoup plus un personnage profond et complexe que le prophète du roman, mais aussi simplement, je veux dire, tout le monde connaît Hamlet. C'est la tragédie. Donc on revient toujours à cette idée de la tragédie. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie ? C'est quand le monde s'écroule complètement. Les tragédies shakespeariennes et Hamlet en particulier, c'est presque une caricature de ce que c'est qu'une tragédie, au sens où on va explorer la souffrance de l'âme humaine, et elle dure, cette souffrance, parce que vous savez bien qu'il met beaucoup de temps à se décider à agir, et quand il se décide à agir, en plus, ça marche pas, parce qu'il veut venger son père et tuer son oncle qui est responsable de la mort de son père et qui a ensuite pris la place de son père auprès de sa mère, et quand il va se décider à agir, il va poignarder quelqu'un caché derrière une tapisserie, et c'est le pauvre vieux Polonius qui n'y est pour rien et qui avait rien à faire là. Donc on fait souffrir le personnage beaucoup. Shakespeare fait beaucoup souffrir son personnage de Hamlet, presque jusqu'à l'absurde, et puis quand la mort commence à s'inviter dans la tragédie, ça meurt de manière excessive et accumulée. Ils meurent tous, tout le monde meurt d'un coup. Enfin, il y a des gens qui meurent par accident, qui devraient pas mourir. Sa mère boit la coupe empoisonnée qu'il voulait donner à son oncle, et il n'arrive pas à l'arrêter. Elle boit et elle meurt, et ça meurt, et ça meurt, et ça meurt, et ça meurt. Enfin, voilà, c'est quand même ça, quoi. La tragédie Hamlet par rapport aux autres tragédies shakespeariennes, c'est, je pense, Shakespeare qui explore les limites du genre tragique, qui pousse le curseur au maximum. Ça produit un peu autre chose, mais c'est surtout la tragédie. Vous demandez à un anglophone de citer une tragédie, ils vont tous vous dire Hamlet. Nous, si on nous demande de citer une tragédie shakespearienne, je pense qu'on va tous aussi dire Hamlet. Donc c'est pas vraiment Hamlet en tant que Hamlet, mais par contre, pourquoi on continue à jouer cette pièce ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Comment elle fait sens pour nous ? Parce qu'on s'en fiche un peu de l'histoire de ce mec danois avec sa famille compliquée. En vrai. C'est pas ça. C'est parce que la souffrance humaine et l'extraordinaire poésie que Shakespeare utilise pour l'exprimer, elle résonne encore. Et ça reste un mystère insondable. Et c'est pour moi un mystère totalement insondable. Et je pense que je finirai ma carrière tard, certes, mais je finirai ma carrière un jour sans avoir eu la réponse. Donc, tant mieux. C'est formidable. Un texte comme ça. Pourquoi il résonne encore aujourd'hui alors qu'on est dans un monde qui n'a plus rien à voir ? Et c'est encore un pari plus audacieux de se dire que Shakespeare résonnera si on est pessimiste et résonnerait si on est optimiste dans un univers post-apocalyptique. Et c'est ça que dit le roman, et c'est ça que montre la série. Il y a tellement d'humanité quelque part dans un texte comme ça, dans une œuvre comme ça, si elle est forte comme ça, que même si plus rien ne ressemble au monde dans lequel il a été créé, ce texte, parce que vous imaginez, entre l'univers de Shakespeare et l'univers de Kirsten, post-apocalyptique, il n'y a plus rien en commun, mais si. Ce qui reste en commun, c'est la part d'humanité qu'on a tous au fond de nous. On a survécu, mais on est encore humain. Et je pense que c'est ça le message optimiste de Somerville. Et pourquoi on est encore humain ? Parce qu'on est toujours capable de
je sais pas, de transmettre. Ces œuvres-là parlent encore à travers nous. Et il se passe encore quelque chose. La symphonie itinérante, elle apporte du bonheur. Elle passe tous les ans au même endroit, ils font un tour, ils appellent ça la roue, hein. Ils tournent leur roue autour du Grand Lac, là, du lac Michigan. Et c'est la chef, hein, de la Traveling Symphony qui explique ça à Kirsten quand elle est petite et qu'elle la rencontre pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'on voyage? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sédentaire? On passe parce que quand on arrive, on fout le feu, symboliquement comme les acteurs foutent le feu, hein. On fait un spectacle, les gens ils sont émerveillés, et puis on s'en va. Et l'année prochaine, on reviendra. Et c'est merveilleux parce qu'ils attendent que l'année prochaine on revienne, et l'année prochaine on va jouer une autre pièce et on va encore foutre le feu une deuxième fois. Et on leur donne, et c'est pas nous, c'est ce qu'on porte, c'est cette musique qu'on joue, c'est ces textes qu'on joue devant eux qui apportent quelque chose. Et je crois que le message, à mon avis, de Somerville, c'est ça, c'est que l'humanité, c'est tant qu'on est encore capable de faire résonner ces œuvres, de les jouer, de les dire, de les jouer sur un instrument, même si c'est un instrument un peu ridicule, elle essaye de jouer du Liszt sur une guitare, quoi, hein. C'est pas grave, mais c'est ça qui fait qu'on est humain. Et donc je pense que c'est à ça que sert Hamlet, et pas du tout forcément plus. Oui. Et je pense qu'il est un peu aussi quand même un tout petit peu malhonnête, Somerville, parce que c'est vrai que dans les interviews il a ce côté oui Shakespeare ça m'intéresse pas trop, mais bon on l'a pris, on a fait parce que il y avait des choses, fallait quand même s'en servir, etc. Mais même Hamlet, avec le fait comme tu sais qu'il y a une pièce dans la pièce, une troupe de théâtre, et que Hamlet utilise cette pièce pour voir la réaction de Claudius, savoir s'il a bien tué son père, cette idée de confronter quelqu'un à une vérité qui va en fait être reprise dans Station Eleven, parce qu'il y a au moins 2 pièces qui sont montées pour essayer de faire en sorte que des personnages exorcisent un petit peu leurs démons, leurs traumas. Donc déjà il y a tout le concept un peu de la série d'une certaine manière qui est là, et justement ça fait écho à moi ce que je trouve être un passage très important de la série, c'est ce moment où Kirsten dit comme conseil It's not about you, c'est-à-dire quand on joue c'est pas à propos de nous, en fait tu réagis juste à ce que je fais et ça va bien se passer, et on voit juste après que It's about her. C'est que sur elle, en fait. Elle est en train, quand elle est Hamlet, c'est le trauma de son passé qui revient, la mort de ses parents, là où c'est la mort d'Hamlet pour Hamlet, etc. Et en fait, je pense que c'est un des propos aussi de la série, cette idée du rapport entre vie, art ou fiction, et une espèce de boucle. On voit à la fois comment ça va, la fiction va naître de la vie des personnages, mais va aussi s'incarner à travers eux. Ils vont tous se retrouver à vivre eux-mêmes des fictions qu'ils connaissent. Et d'ailleurs, il y a plusieurs passages où il y a des personnages qui font des remixes musicaux, dont un, alors je raconte brièvement, mais un personnage, donc Jivan, qui va rentrer dans une maison pour chercher des médicaments, ce genre de choses. La maison est abandonnée et il tombe sur un synthétiseur et commence à l'allumer, et ça fait de la musique, et en fait il y a des enregistrements de voix d'une petite fille, donc des moments un peu du quotidien, et qui ont été transformés pour faire un morceau de musique. Donc ça a été transformé en art d'une certaine manière, et en fait d'un coup le contre-champ nous révèle que sur le canapé d'à côté il y a un squelette, et en fait c'est la personne qui était dans la maison. Et après il va raconter que oui il y avait l'enfant et la mère, je crois, qui étaient... Il y avait 3 enfants, les enfants et la mère étaient dans le lit dans la chambre, voilà, et le père le cadavre du père est sur le canapé, mais il est moins décomposé, donc il est mort après. Et en fait on se rend compte que le père, les dernières choses qu'il a fait, c'est prendre ces enregistrements de ses enfants et en faire une œuvre d'art. Son mash-up, quoi. C'est ça. Ouais. Et il a fait de l'art à partir du passé, à partir de ces souvenirs-là. Et donc il y a vraiment ce rapport un peu complexe entre vie et fiction. Et la manière elle s'incarne à travers les personnages. Ça forme une espèce de boucle en permanence. Et en même temps, ça rejoint complètement l'idée d'adaptation, parce que Station Eleven, la série, devient, comme Kirsten est l'interprète de son propre passé et à la fois de Shakespeare, la série devient l'interprète de Station Eleven, le roman, et la filtre à travers aussi tout son passé et toute sa vie. Donc il y a cette idée qui revient en permanence dans la série. C'est ça. Et l'extrait là, je pense qu'il est extrêmement intéressant à cet égard-là, puisque on voit bien le tricotage, si on prête un peu attention, le tricotage entre la bande sonore et les images, avec les chevauchements. On a les paroles des comédiens qui jouent Hamlet, avec les images de Jivan, Frank, et puis la petite Kirsten qui hurle parce qu'elle a eu ce SMS qui lui a appris la mort de son père. Et on a ça à plusieurs reprises. Et je pense qu'il y a derrière, c'est ça, c'est que ces mots-là qui ont été écrits par Shakespeare il y a bien longtemps pour toute autre chose, c'est ça qui fait ressurgir, peut-être même c'est un souvenir qu'elle avait plus ou moins complètement oblitéré, et qui ressort. Donc les mots d'un autre qui parle d'un traumatisme équivalent,
lui permettent aussi de faire ressurgir ça. Alors nous on en a besoin parce qu'on connaît pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est le premier moment où on sait comment ça s'est passé pour elle, mais elle dit quand même à un moment qu'elle ne se souvient pas de la première année après la pandémie. Et donc, si on écoute ce qu'elle dit et si on la croit, quand elle se souvient pas de la première année de la pandémie, c'est parce qu'elle joue Hamlet, qui parle du traumatisme de la mort de son père, que son souvenir à elle va ressurgir. Il y a vraiment une dimension très thérapeutique derrière ça, quoi. D'ailleurs, Patrick Somerville dit que c'est un peu l'idée de la série, c'est qu'est-ce qu'on fait après un trauma, après un moment aussi terrible, mais c'est pas le moment en lui-même, c'est ce qu'on fait après. Et c'est aussi là que c'est intéressant de revenir sur Hamlet, parce que finalement, c'est un peu une manière de dire Hamlet, t'aurais dû lâcher l'affaire. T'aurais dû passer à autre chose, en fait. Et c'est ce que les personnages vont faire. Ils vont chercher un peu la catharsis à travers le théâtre, etc. Et d'ailleurs, dans la série, il y a des allusions, effectivement, à tout ce que ça peut représenter, cette idée d'un peu un événement traumatique. Dans le premier épisode, on a un avion qui s'écrase juste devant l'immeuble des héros. Ensuite, on entend des messages au répondeur de personnes qui font leurs adieux à leurs proches. Bon, c'est le 11 septembre qui est convoqué, là, totalement. Là encore, on a aussi un lien avec The Leftovers qui faisait ce genre de lien. Et d'ailleurs, oui, ce qui est intéressant aussi, je pense, dans cette boucle fiction-réalité, c'est le fait, donc, bon, ça échappera à personne forcément, qu'on pense au Covid maintenant quand on voit cette série. Or, le roman est antérieur au Covid et la série ils ont commencé à la tourner début 2020. Donc en fait, ils ont fait les 2 premiers épisodes et ils ont dû arrêter à cause du Covid. Et jusqu'au bout, ils pensaient non, c'est bon, ça ira, il y aura pas de souci. Et ils ont dû arrêter, vraiment, ils ont pu faire que 2 épisodes. Donc ils ont été même rattrapés par la réalité. Donc ils sont exactement dans la même position que ces personnages de leur série qui se mettent à incarner la fiction. Et d'ailleurs, ça leur a je crois que il expliquait que ça a inspiré des choses parce qu'il s'est retrouvé avec sa famille dans un petit appartement à vivre jour le jour. Et l'épisode 7 de la série, c'est ça, c'est Kirsten, Frank et Jivan, et c'est leur vie. Ils disent ça, en fait, j'ai essayé de réécrire ce que j'ai vécu. Donc on a vraiment ce lien entre vie et fiction qui se fait. C'est toujours assez fascinant ces moments-là, et effectivement. Et il dit d'ailleurs, avec pas mal d'humour, on s'est planté sur certains trucs. Il y a l'épisode pilote, on voit Jivan qui fait les courses. Il fait des courses, il remplit 7 caddies avec Kirsten pour aller chez Frank et s'enfermer dans l'appartement. Et dans un supermarché, il y a personne, il y a juste un caissier. Et il dit non mais là c'est clair, on était mais à des kilomètres de ce qui se passe vraiment, on l'a bien vu, puisque non, au contraire les gens se sont précipités. Alors pour acheter des choses un peu exotiques parfois et faire des stocks étranges, mais on sait bien que ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc ils ont été aussi, ça doit être une sacrée expérience artistique ça, d'imaginer un univers et de voir la réalité qui rattrape et puis de pouvoir confronter, de se dire oui ça c'était vraiment comme ça et ça non là on était à côté de la plaque quoi. Mais c'est tout à fait en phase avec le contenu de la série. C'est extraordinaire ce côté-là on écrit de la fiction et ça résonne tellement avec le réel que c'est nous là maintenant. Je pense que ça, à la limite moi ça m'aurait un peu flippé à leur place. Je pense que ça devait être un peu dérangeant. Oui, complètement. Mais quelque chose que je voulais aborder aussi avec toi, alors qu'on arrive à la fin de notre discussion déjà, mais je pense aussi c'est la spécificité de cette série par rapport au genre post-apocalyptique, parce qu'il y a vraiment une approche très particulière. Alors je pense qu'elle était peut-être déjà présente dans le roman, mais qu'un rapport un peu particulier qui est pas du tout dans le pessimisme qu'on peut avoir dans beaucoup de récits post-apocalyptiques par rapport, c'est-à-dire que souvent l'idée c'est une fois que la civilisation s'effondre, l'homme est un loup pour l'homme, tout est perdu. Et là, c'est une série qui va dire s'il y a encore des possibilités de s'organiser, d'être dans un rapport qui n'est pas un rapport d'affrontement, et la réponse, en fait, ça va être l'art, finalement. Et là, on fait une boucle avec le tout début de la série, avec ces cochons dans le théâtre. Si on va voir que, finalement, le théâtre, ça va être important. Et en plus, ça fait un rapport, nous, donc spoilers, je vous le disais, on va parler demain de la série The Last of Us. Alors c'est vraiment un rapport diamétralement opposé au post-apocalyptique sur ce point. Ouais, mais il y a quand même la thématique, le motif de l'enfant. Moi, je trouve que, si la série propose tout un tas d'éléments de réflexion sur l'art, je pense que idéologiquement, fondamentalement, les deux modèles qui s'opposent, ils sont quand même sur la manière dont on traite les enfants. Et la société des survivants qui sont à l'aéroport, c'est une société qui est vraiment complètement uniquement tournée vers le passé, avec son leader Clark, là, qui est devenu un petit peu un dictateur dérangeant quand même, et qui dit que la seule chose qu'il voudrait, lui, c'est une machine à remonter le temps. I want a fucking time machine. The only thing I want is a fucking time machine. La seule chose que je veux, c'est une putain de machine à remonter le temps. Et c'est donc ce côté contrôle et cadrage des enfants, et le modèle
à l'extrême inverse, c'est à mon avis la symphonie itinérante et son deuxième petit groupe là, qui est à Pinktree, qui est dans la Golf House, la maison du golf, où on élève les enfants complètement librement et on les laisse s'épanouir et on les confronte à l'art et on leur donne envie d'interpréter. Et oui, enfin, il n'y a pas du tout ça dans le roman. L'univers de l'aéroport, des survivants de l'aéroport, est pas du tout un univers du contrôle comme ça et du contrôle et de la punition en fait. Et donc je pense qu'il y a aussi un message comme ça dans la série. C'est clairement deux modèles. Alors c'est quand même aussi c'est un patriarche blanc. Alors il est homosexuel. Pour pas être complètement dans la caricature, Clark, mais quand même c'est le patriarche blanc qui contrôle et qui décide de tout. Et puis la Traveling Symphony, c'est plutôt un matriarcat, c'est quand même Sarah, et c'est un univers complètement libre, y compris au niveau de la cellule familiale, au niveau des couples, etc. Enfin, on est vraiment dans deux types de sociétés complètement différents. Et je pense qu'il y a cette dimension-là, ouais, dans ce que Somerville apporte à cet univers post-apocalyptique par rapport au roman, c'est quand même d'opposer deux modèles sociétaux. Je pense pas que le roman fasse ça du tout. Il est plus sur des individus. Il y a ce thème en plus aussi d'un peu du mythe fondateur, parce que on va avoir d'un côté justement le prophète qu'on a évoqué, qui va lui créer sa société avec ses enfants, qui est entièrement tournée autour du comic book Station Eleven. C'est-à-dire qu'il parle avec des répliques de Station Eleven, ils comprennent le monde à travers ça. Donc là, c'est aussi nous dire, bon, attention, la fiction, on peut s'en servir pour contrôler aussi. Donc là, il y a une allusion à la religion, mais ça peut être aussi négatif d'une certaine manière, et ça va être aussi confronté un autre mythe fondateur qui est donc, on parlait d'un aéroport, en fait c'est parce que des personnages vont se retrouver coincés dans un aéroport au début de la pandémie et en fait ils vont réussir à survivre et à faire leur petite civilisation autour de Clark et de son musée de la civilisation qui va essayer de sauver rien que le mot musée, on voit bien quand je vous disais il veut une machine à remonter le temps pour aller dans le passé, il va créer un musée. C'est ça. Il va figer et Kirsten lui dit dans la série d'ailleurs, t'inquiète pas, il a explosé ton musée, mais il y a encore tous les déchets possibles et imaginables du monde d'avant, tu vas pouvoir en trouver d'autres, des vieux déchets pour refaire ton musée, quoi. Donc on voit bien quand même l'antithèse entre les deux, quoi. Lui il veut revenir au monde d'avant et elle est dans le monde de maintenant, qui n'est plus le même monde, et elle l'accepte. C'est ça. Et en plus, cette société, ils sont fondés sur aussi un mythe qui est celui d'un avion il y a un avion de passagers qui arrive et les passagers ne descendent pas et ils disent ils se sacrifient pour pas nous contaminer en fait. Et c'est l'avion reste toujours sur le tarmac et on se dit c'est grâce à ça qu'en fait qu'on est là. Donc c'est la naissance de cette civilisation, c'est le sacrifice de ces personnes-là. Sauf que, et là je vous dévoile pas, mais on va se rendre compte au bout dans la série que c'est passé autre chose et que même ça c'est en lien avec Station Eleven et donc on parle vraiment de la naissance aussi des mythes et des civilisations. C'est ça, le mythe fondateur, quoi. Exactement. Et on va arriver au bout du temps qui nous était imparti, mais peut-être qu'on peut prendre 5 minutes si jamais il y a des questions du public autour de cette série, de ce dont on a parlé ou pas. Après, on peut aussi se retrouver autour d'un café dehors pour ceux qui ont envie de discuter avec nous, hein. C'est possible. Moi, je vais quand même pas résister au plaisir de vous dire que dans l'épisode pilote, je pense que Somerville, il est de Chicago, hein. Quand il parcourt sa ville, à mon avis, comme toute personne qui fait des séries, c'est pas possible d'être à Chicago sans penser à Urgence. Et quand même, le roman, il se passe à Toronto. Et Jivan n'a pas de sœur. Jivan a juste un frère. Dans le pilote, vous l'avez vu, donc je vais pas vous dévoiler des choses que vous ne savez pas, mais c'est sa sœur qui est urgentiste à l'hôpital de Chicago, qui lui apprend par un coup de fil qu'elle passe alors qu'il est dans le métro aérien, elle est aux urgences, et elle crie d'ailleurs en disant mettez-le ici, mettez-le là. Elle fait le triage, là vous vous souvenez, toutes les scènes d'urgence. Elle crie d'ailleurs à quelqu'un qui s'appelle Sam, et donc elle s'appelle Sia Chowdhury, on la voit à l'image, elle est habillée comme un médecin du Cook County dans Urgence. Quand même, bon sang, ni là dans les dernières saisons, qui est d'origine indienne elle aussi, le médecin principal des 3 dernières saisons d'Urgence, et l'infirmière centre des infirmières, le personnage principal des infirmières dans ces dernières saisons-là, c'est Samantha, que tout le monde appelle Sam aussi. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il s'est fait son petit plaisir et qu'il a non seulement mis sa série dans sa ville, mais qu'il a joué avec la référence d'Urgence, et qui aussi, enfin c'est pas neutre, quoi. Ce moment où on voit Sia à l'hôpital, ils savent qu'ils vont mourir, les médecins, mais ils continuent à accueillir les malades.
Et donc ils vont jusqu'au bout de leur dévouement et jusqu'au bout de leur compassion de soignants. Et je pense qu'il y a, un vrai message de Somerville derrière ça aussi, quoi. Oui. C'est pas la fin du monde où tout le monde quitte le navire, etc. Ils sont là, ils continuent. Et c'est devenu ingérable, les urgences de l'hôpital, mais ils vont faire face jusqu'au bout. Et je pense que ce message-là, il est aussi extrêmement positif. Il n'y a pas le chaos de The Last of Us, par exemple. On garde, on va rester humain jusqu'au bout, et peut-être les plus humains, c'est les gens qui se dévouent pour la vie des autres, quoi. Il y a quand même aussi un bel hommage, à mon avis, dans l'épisode pilote à ce niveau-là. Donc voilà, pensez à IA, pensez à Urgence quand vous reverrez l'épisode pilote. Le clin d'œil est quand même assez gros, parce qu'il dit à Kirsten, qui lui dit, mais comment t'as su faire tous ces trucs pour sauver Arthur? Il savait rien faire du tout, en vrai. Et il lui dit, je sais pas, mais je crois que j'ai appris en regardant Urgence. Donc voilà, je pense que là quand même Somerville il s'assure qu'on a bien compris qu'il jouait avec la référence à Urgence. Donc l'intertexte, pour moi le plus beau, c'est peut-être pas le shakespearien finalement. Celui qui est le plus riche là, c'est l'intertexte sériel. C'est un hommage à une grande série quand même, qui à mon avis l'a marqué lui comme auteur, que ce soit un auteur de roman parce que c'est un romancier aussi, et puis un auteur de script de série. Puis on peut peut-être faire le lien du coup rapidement avec la dernière série qui est mentionnée dans la série, mais c'est Star Trek. Bien sûr. Puisque Star Trek, donc déjà dans la roulotte en fait de Traveling Symphony, il y a marqué en gros la survie ne suffit pas. C'est ça, survivre ne suffit pas, survival is insufficient. Ouais. Qui est en fait une réplique de Star Trek Voyager. Dans le musée des civilisations, on a l'Enterprise, on a Spock en figurine, mais on a aussi un passage où Kirsten regarde des cassettes et elle voit en fait un épisode de Star Trek dont j'ai le nom quelque part. Attendez, je vais vous le sortir. The Conscience of the King, et un épisode donc fait référence à Hamlet, où il y a une troupe de théâtre qui interprète Hamlet. Donc il y a un vrai rapport Star Trek Station Eleven qui nous ramène au comic book, qui est un comic book qu'on n'a peut-être pas précisé aussi, mais qui est un comic book de science-fiction. Et en fait, on a ce lien entre culture légitime et culture populaire, c'est l'alliance de cette série, en fait, c'est le lien. On a même dans l'extrait qu'on vient de voir, on a ce passage avec la musique un peu néoclassique de Dan Romer, et elle se mue, et d'un coup on passe sur le morceau de Lee Hazelwood quand on passe dans le flashback. Donc on a aussi ce passage, ce lien entre les deux, et finalement c'est Shakespeare qui était c'est de la culture populaire au départ. Ah oui, c'est la seule chose dont il faut se souvenir, c'est que les premières œuvres de culture de masse, c'est les pièces de Shakespeare. C'est pas comme ça qu'on les enseigne, mais c'est une réalité. Il y avait 10% de la population de Londres qui a vu les pièces de Shakespeare qui ont eu un grand succès, les premiers Henri VI. Il y avait 100 000 personnes, 120 000 habitants à Londres. Et donc il y avait 10 000 personnes qui sont venues, parce qu'on a les registres. On a les registres des théâtres. La comptabilité des théâtres, elle est passée. On l'a gardée. On les a pas tous, mais on en a. Donc il y a à peu près 10 000 personnes qui ont vu cette pièce de Shakespeare. Vous imaginez un spectacle aujourd'hui en France, rien qu'à Paris, où on aurait 10% de la population qui passe en tant que spectateur. Ça, c'est de la culture de masse. Et donc la grosse imposture aujourd'hui, c'est de vouloir ériger cette culture populaire en culture savante. C'est vrai qu'il y a des références savantes, c'est vrai qu'il y a des références très érudites, mais c'est de la culture populaire. Le théâtre de Shakespeare, c'est de la culture populaire. Et c'est le premier des showrunners, à mon avis, si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense. Et il écrivait de manière collaborative. Les dernières éditions de ses œuvres sont publiées avec les noms de collaborateurs, parce que l'intelligence artificielle nous a permis de faire ça. On a découvert que les pièces n'étaient pas écrites d'une seule main, parce que la syntaxe, la grammaire, le lexique, donc le vocabulaire, la façon dont c'est écrit, etc., prouvent que plusieurs personnes ont collaboré sur les textes de Shakespeare. Et donc, on n'édite plus les pièces avec juste William Shakespeare comme nom d'auteur, mais on met des collaborateurs. Quand on ne sait pas qui c'était, on n'est pas sûr, on met qu'il y en a un 4e et un 5e. Donc c'était un showrunner. C'est ça, un showrunner. C'est quelqu'un qui s'entoure de bons auteurs, d'excellents auteurs. Il a sans doute l'idée principale, effectivement, l'univers, l'imaginaire, et puis il fait écrire les scènes tristes par celui qui est bon pour écrire les scènes tristes, les scènes de bataille par celui qui est bon pour les scènes de bataille, etc. Et puis lui, il fait un petit peu le lien entre tout ça, il donne mais ça n'est pas lui le seul auteur. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, en fait, pour ne pas vous mentir, que les belles et grandes séries sont autant obsédées par Shakespeare, c'est que le mode de fonctionnement, le mode de travail de création de Shakespeare, c'était celui qu'on a aujourd'hui avec l'écriture collaborative des séries. Et Shakespeare écrivait de manière sérielle. Voilà. Donc, comprenez pourquoi je travaille sur les séries et pas seulement sur Shakespeare. Oui, ça me faisait penser à... Je trouve qu'il y a un vrai sujet dans cette série sur... j'imagine dans le consigne, mais
sur la question de la diffusion culturelle, quand on regarde par exemple la BD qui est éditée à 5 exemplaires, même l'autrice de la BD au départ ne veut pas, elle le fait pour elle, elle refuse, et là ça a provoqué quelques remous quand c'est diffusé, mais et après on se rend compte que c'est un impact énorme sur énormément de gens, que ce soit sur la secte ou sur les personnages qui l'ont eu que ces 2 exemplaires. Et je trouve qu'il y a ça montre bien la dichotomie entre le rapport qu'on a à l'œuvre et aussi accepter qu'on puisse lâcher prise. Et l'exemple que vous avez montré est assez significatif en même It's Not About You. Et ça, je trouve que il y a ce thème un peu récurrent qui est tissé tout du long dans cette série et sur le côté aussi que l'œuvre ait un impact au-delà de soi et lâcher prise. Il y a un peu cet exemple aussi, Tyler, donc le gourou, quand il dit il faut que je retourne auprès des enfants parce qu'ils commencent déjà à réinterpréter différemment et il se passe des choses parce que j'ai plus le contrôle sur l'œuvre. Et donc effectivement, je trouve que c'est un thème, qu'on l'a bien expliqué, qui est récurrent sur toute la longueur de la série. C'est assez bien fait. Complètement. Et en plus, c'est marrant que vous parliez aussi du passage où Miranda perd le comic book brûle et donc il n'est plus disponible, puis ensuite il va être très rare parce que Station Eleven en fait fait partie, donc il y a eu une fusion entre Warner et Discovery et qui a mené en fait à un phénomène un peu particulier qui fait que sur les plateformes de streaming comme HBO Max où il y avait la série, elle est plus disponible. En fait, ils l'ont retirée parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur coûtait trop cher en royalties de les laisser. Donc maintenant, il y a des calculs très cyniques. Il y a des séries comme Westworld ou Station Eleven qui sont plus disponibles légalement aux États-Unis. Donc d'une certaine manière, on a encore cette boucle fiction-vie puisque ils ont parlé d'œuvres qui disparaissaient et qu'on pouvait plus trouver qu'à certains endroits. C'est ce qui est arrivé à Station Eleven, en tout cas aux États-Unis. Donc on peut encore la voir en France, mais on ne sait pas pour combien de temps on pourra encore la voir. C'est juste pour prolonger un petit peu ce que vous disiez sur la réalité de ce qu'était Shakespeare dans son contexte contemporain. Il y a eu, pas récemment, c'était il y a quelques mois, mais justement je crois que c'était pendant la pandémie, un monsieur qui se pensait assez intelligent et qui avait fait tout un caca nerveux sur Twitter parce qu'il ne comprenait pas pourquoi pendant la pandémie les gens se réfugiaient dans Netflix et dans les séries plutôt que dans Shakespeare. Il a dit comme ça. Et sauf que du coup, moi ça m'a poussé à m'intéresser justement à comment étaient écrites les pièces de Shakespeare, comment est-ce qu'il les voyait, et justement le fait qu'il écrivait de façon sérielle, et le fait que même il avait commencé à élaborer un modèle financier qui rappelle celui de Netflix aujourd'hui, c'est-à-dire que on invite les gens à revenir à la suite, notamment je pense au cycle d'Henri VI, où les gens en fait étaient invités à revenir à la pièce suivante et à repayer pour voir la suite. Donc Shakespeare consciemment écrivait aussi pour engranger de l'argent, en fait, c'était le but, parce que le théâtre à l'époque était une industrie, il y avait des centaines de pièces qui sortaient, c'était une production de masse comme vous l'avez dit, et non seulement en fait Shakespeare avait compris l'intérêt de la série au niveau narratif, mais aussi au niveau financier. On ramène du public. Et du coup, je trouvais ça assez impressionnant d'avoir choisi The exemple qui marche pas, quoi. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, c'était juste pour prolonger ça. Oui, mais c'est ça, c'était du théâtre commercial. Enfin, il y avait une concurrence délirante entre les théâtres et ils jouaient plusieurs pièces par semaine. C'était aussi, c'était des esclavagistes d'acteurs, quoi. Faut quand même être honnête. Personne ne traite des acteurs comme ça aujourd'hui. On fait pas jouer à la même troupe 4 ou 5 pièces la même semaine. C'est pas humain, quoi. Et pourtant c'est comme ça que travaillaient ces acteurs-là. Donc oui, c'est devenu très vite une industrie, avec aussi les travers, j'imagine, de l'industrie. Mais comme toutes les industries, il y a aussi les bienfaits de la dimension commerciale. Ça peut aussi exacerber des talents extraordinaires, quoi. Et je pense qu'on le voit tout à fait dans les séries aujourd'hui. Voilà, on va vous laisser aller relire Shakespeare et voir Station Eleven. Merci beaucoup. Merci beaucoup.